Ce dont je vais vous parler, c'est ce que j'appelle le chapitre 0, c'est-à-dire celui qui reste à écrire d'un ouvrage que j'espère finaliser au premier semestre de l'année prochaine, résumant un peu ce que j'ai travaillé autour de ce que j'appelle le droit smart depuis un certain nombre d'années. Et je trouvais que ce qui me manquait peut-être, c'était un regard un peu plus historique sur la place de l'informatique dans la régulation de la société et peut-être de le faire, et de l'analyser par rapport à ce qui finalement me semble être une sorte de... Et je pense qu'avoir rencontré et discuté beaucoup avec Hugues m'a aidé à mieux percevoir cet élément-là. Cette idée qui est présente chez un certain nombre d'informaticiens très tôt, et même au-delà de l'informatique, mais tous ceux qui sont intéressés par l'informatique, que quand même, ils réguleraient bien mieux le monde que les juristes et les politiciens. Et alors, j'ai essayé de rentrer dans, dans certains chapitres historiques de ceux qui se sont pensés comme de meilleurs régulateurs que les juristes et les politiciens. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui avec pour une histoire politique de l'informatique. Alors, peut-être deux, trois éléments pour rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on se compris dans le monde du droit et de la régulation, puisqu'on a un règlement sur l'intelligence artificielle qui est en cours d'adoption au niveau européen. Et en même temps, certains ont pu dire que à travers le hype de l'intelligence artificielle, ce qu'on observe, c'est au fond une sorte de retour de la cybernétique. La cybernétique a été un projet et un rêve aussi d'un certain nombre d'intellectuels de construire une discipline qui permettrait de faire communiquer au fond toutes les autres disciplines sur la base d'un certain nombre de concepts simples sur la logique des boucles de rétroaction. Et le mouvement cybernétique, qui a connu un certain nombre de développements, dont notamment une association internationale de cybernétique dont le siège avait été fixé à Namur, eh bien, cette idée de la cybernétique était d'aborder notamment la question de la régulation de la société à partir d'un regard tout à fait spécifique sur control and communication. Et très tôt, dès le départ, quand Norbert Wiener, qui est celui qui invente l'expression cybernétique, publie ses premiers ouvrages, très tôt, il est reçu du côté, en France notamment, il est reçu avec cette idée très claire qu'au fond, ce qu'il propose, c'est une nouvelle science de gouvernement. Il y a ce texte qui paraît de Dominique Dubarle dans Le Monde du 28 décembre 1948 qui s'appelle « Une nouvelle science, la cybernétique, vers la machine à gouverner ». Donc, cette idée qu'au fond, on va pouvoir aller vers une manière de gouverner qui serait plus scientifique, qui serait plus basée sur des formes de modélisation. Et il y a des historiens des sciences qui ont publié un texte qui a d'ailleurs été traduit en français, que je trouve excellent, qui s'appelle « Our Reason Almost Lost Its Mind ». Et dans ce texte, ils essayent de décrire, en tout cas Paul Erickson qui en fait l'introduction, essaie de décrire ce qu'il appelle la rationalité de la guerre froide. Et cette rationalité de la guerre froide, il l'identifie à un certain nombre de caractéristiques qu'on retrouve dans les travaux de ceux qui proposent d'utiliser la cybernétique, les approches de la recherche opérationnelle ou les approches informatiques à la gestion des problèmes de société. Quelles sont les caractéristiques de cette rationalité de la guerre froide ? Bien, c'est d'abord, dit Paul Erickson, c'est l'idée que la rationalité doit être formelle et donc largement indépendante de la personnalité ou du contexte. Donc, idéalement, les problèmes ne doivent pas être réglés au cas par cas et contextuellement, mais doivent l'être de manière formelle et de manière indépendante des personnes.
Deuxième élément, c'est que cette rationalité de la guerre froide, elle prend le plus souvent la forme d'algorithmes qui sont supposés fournir des solutions optimales à des problèmes donnés. L'idée étant qu'on réglementerait bien mieux la société, on réglerait bien mieux beaucoup de problèmes si on le faisait sur la base d'algorithmes plutôt qu'en prenant des décisions, de nouveau, au cas par cas. Troisième élément, c'est que les tâches complexes, eh bien, pour pouvoir les traiter de manière plus scientifique et de manière plus efficace, elles doivent être décomposées en tâches simples et en étapes successives, ce qui est évidemment une nécessité à partir du moment où on veut faire des algorithmes. Les règles, elles peuvent aussi mieux être appliquées, c'est toujours dans cette rationalité de la guerre froide, elles peuvent mieux être appliquées mécaniquement. Et enfin, les ordinateurs peuvent mieux raisonner que les humains. Alors ça, c'est les caractéristiques que Paul Eriksen identifie au sein de tout un... Donc, le livre traite de tout un ensemble de projets et de programmes qui se développent spécialement aux États-Unis à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui décrit finalement assez bien une sorte d'éthos d'une communauté épistémique qui partage un certain nombre d'idées et dans laquelle se trouvent beaucoup d'informaticiens et d'ingénieurs. Et c'est vrai que si vous regardez, si vous lisez la toute récente nouvelle histoire de l'informatique moderne qui a été publiée en 2021, bien, quand vous arrivez à la page 75 de cet énorme ouvrage qui compte 528, bien, vous trouvez très immédiatement cette image-là, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui est une sorte je pense, de rêve, de fantasme d'une gestion de la société ou d'une entreprise à partir de deux éléments qui sont d'une part le dashboard avec l'ensemble des informations concernant ce qui se passe dans l'entreprise ou dans la société, et puis, comme vous le voyez, ce bouton, ce lieu, cette control room où vous allez avoir ces boutons sur lesquels vous allez pouvoir pousser pour avoir un effet sur la réalité. Et donc, j'y reviendrai parce que vous allez voir un certain nombre d'exemples de cette logique des control rooms. Et cette logique, donc le dashboard et le control room, c'est quelque chose, Marina en a fait mention quand elle m'a introduit, quelque chose qu'on a très fort aujourd'hui dans le développement des smart cities, où c'est aussi la question de savoir est-ce qu'on va construire d'abord un dashboard, on va construire un tableau de bord, et une fois qu'on aura ce tableau de bord, on va pouvoir agir directement sur la ville par l'intermédiaire d'un centre de commandement et de contrôle qui va permettre de rétroagir avec les données qui arrivent en entrée. Donc, il y a une sorte de communauté de personnes qui partagent l'idée qu'il serait possible de mieux réguler la société grâce à de nouveaux savoirs qui ne sont pas les savoirs traditionnels du droit et de la politique. Et on a un certain nombre de publications assez récentes, au fond, autour de ces les différentes manières dont l'informatique a pu être valorisée comme une manière de régler les problèmes politiques, de régler les problèmes sociaux. Et donc disons que ce dont je vais parler ne s'inscrit pas dans un vide. Absolument pas. Mais je pense que c'est une histoire qui est intéressante à revisiter, puisque une partie des discours qu'on entend aujourd'hui autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mieux gérer la société, etc., bien, trouve quelque part dans ces premiers discours historiques une forme de première manifestation qui se répète aujourd'hui sans avoir nécessairement pris la mesure de la distance critique qu'il conviendrait d'avoir par rapport à un discours qui a déjà été servi et resservi il y a un certain temps. Et qui a non seulement été servi, mais qui a aussi été combattu dans une certaine mesure, notamment par des philosophes. Et je crois que... alors, Martin Heidegger n'avait pas hésité à voir dans l'informatique la fin de la métaphysique. Et on a eu beaucoup de réflexions
spécialement dans le monde germanique, mais pas seulement, autour de la technique, la place de la cybernétique et de l'informatique dans la gestion de la société, etc., qui se sont déroulées dans les années 70, mais qui ont ensuite, se sont un peu ensuite taries, je dirais de Martin Heidegger jusqu'à Günther Anders et d'autres. On a vraiment eu une réflexion critique qui est, à mon sens, à certains égards toujours pertinente aujourd'hui pour critiquer un certain nombre de logiques qui voudraient remplacer certaines sciences de gouvernement par d'autres. Donc ça, c'était pour la mise en contexte de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce matin. Et je vais en fait pas tellement vous parler dans l'abstrait, je vais examiner avec vous un cas tout à fait particulier que je trouve exemplaire de cette idée qu'il serait possible de mieux réguler les sociétés par l'utilisation de l'informatique et de la cybernétique, qui est le cas d'un monsieur que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Stafford Beer. Stafford Beer, qui a une carrière tout à fait particulière dont je vais vous entretenir, et qui commence sa carrière en fait dans l'entreprise privée en tant que spécialiste de management, et qui va avoir une action en vue d'étendre les techniques qu'il a mis en place pour l'entreprise au sein du gouvernement, en mettant, avec ce désir de mettre en place un gouvernement cybernétique. Alors, quelques mots donc sur ce monsieur Stafford Beer, qui naît en 1926. Il commence en réalité des études de philosophie au Royaume-Uni. Il est ensuite envoyé en Inde dans le cadre de l'armée britannique. Et quand il revient, on lui dit que malheureusement le système d'enseignement ayant changé, s'il voulait obtenir son diplôme, parce qu'il a quitté avant la fin de ses études, il devrait recommencer depuis le début ses études de philosophie. Et donc il décide de ne pas poursuivre ses études, mais de rentrer directement dans l'activité professionnelle. Et ce qu'il va avoir comme rôle dans le cadre de son activité professionnelle, c'est de d'abord travailler pour une entreprise qui s'appelle Samuel Fox, qui est une forme de sous-traitante de United Steel. Et ce qu'il va mettre en place, ce que Stafford Beer va essayer de mettre en place dans cette entreprise de Samuel Fox, c'est une autre manière de faire du management. Mais donc, ça, ce sera sa première expérience, on va les passer un peu en revue, et il va ensuite avoir tout un travail assez important dans d'autres sociétés, et il va bénéficier d'une certaine reconnaissance dans différents endroits dans le monde, avec une série de prix qui vont lui être donnés. Et alors c'est un personnage tout à fait intéressant, ceci que il est très touche à tout, c'est-à-dire qu'il va écrire autant sur des questions de management cybernétique que plus tard dans sa vie de yoga tantrique et de manière de réguler le monde. C'est très difficile de voir nécessairement une sorte de cohérence d'ensemble dans son parcours. Mais donc c'est un intellectuel intéressant, finalement assez peu connu, en tout cas spécialement dans le monde francophone. Donc, je disais, il revient de son expérience militaire, et au fond, ce qu'il va faire, c'est essayer d'exploiter dans le cadre de l'industrie ce qu'on appelle la recherche opérationnelle, qui est d'ailleurs aujourd'hui encore, ça je regarde Hugues, qui est toujours une branche ou une discipline, c'est l'ensemble des techniques, des méthodes et des techniques rationnelles orientées vers la recherche du meilleur choix dans la façon d'opérer en vue d'aboutir au résultat visé ou au meilleur résultat possible ou encore au résultat optimal. Donc c'est des logiques d'optimisation qui ont une origine militaire, puisque cette discipline de recherche opérationnelle a été fondée en 1940 par Patrick Blackett pour résoudre des problèmes d'implémentation optimale de radars. Donc, chez Samuel Fox, Stafford Beer va essayer de mettre en œuvre ces
approche des recherches opérationnelles, et il va créer et diriger le premier groupe de recherche opérationnelle mis en place en dehors du contexte militaire. Donc il va vraiment constituer au sein de la société un groupe de recherche opérationnelle, et ça va donner assez bien de résultats, à tel point qu'en 1956, il va rejoindre la maison mère de Samuel Fox, donc United Steel, au sein de laquelle il va créer et diriger ce qu'il appellera la Cyber House, c'est-à-dire l'Operational Research and Cybernetics Group, qui réunissait 70 scientifiques de différents domaines dans le but d'optimiser le fonctionnement de cette société. Et en 1961, il va quitter United Steel et il va créer la société de consultance Sigma, première société de consultance en recherche opérationnelle en Grande-Bretagne, dans le cadre de laquelle il va réaliser tout un ensemble de missions de consultance, avant de devenir en 1966 le directeur de l'International Publishing Corporation, qui est la plus grande maison d'édition du monde à l'époque, où il deviendra ensuite consultant indépendant, en essayant toujours de mettre en place cette approche de la recherche opérationnelle. Alors, donc ça c'est pour vous donner un peu son parcours. Au fond, qu'est-ce qu'il veut faire? Ce qu'il veut faire, ce qu'il s'emploie à faire, c'est essayer de donner des manières de faire, des manières de gérer, qui permettent idéalement d'aller vers une forme de contrôle mécanique des organisations. En se disant, au fond, on devrait pouvoir, par les développements, notamment dans le domaine de la cybernétique, on devrait être capable d'avoir une forme de contrôle complètement mécanique d'une entreprise, qui permettrait évidemment d'optimiser et d'automatiser tout un ensemble de choses. Et ce serait particulièrement utile pour des systèmes qui dépassent le type de complexité que les humains sont capables de comprendre. Et dans un ouvrage qu'il publie en 1959, il explique que, au fond, il y a différents types de systèmes, des systèmes déterministes et des systèmes probabilistes, et que dans chacun de ces types de systèmes, il y a des systèmes simples, complexes et excessivement complexes. Et qu'au fond, une fois qu'on est dans des systèmes qui sont excessivement complexes, comme le système de l'économie, les entreprises, la société ou le cerveau, en réalité, les êtres humains ne sont pas les plus à même pour résoudre les questions qui se posent dans ces systèmes excessivement complexes, parce que tout simplement, ils ne peuvent tenir compte en réalité que de l'une ou l'autre variable et pas de toutes les informations qui devraient être maîtrisées pour pouvoir gérer ces types de systèmes. La conséquence du fait qu'on a des systèmes excessivement complexes, c'est qu'il faut penser, pour pouvoir les gérer, à des manières mécaniques de le faire, et idéalement, il faut penser l'entreprise comme un organisme. Il faut penser l'entreprise comme un organisme. Et donc, de ce point de vue-là, si on la pense l'entreprise comme un organisme, eh bien, ce qu'il faudrait idéalement, c'est que l'entreprise dispose aussi d'un cerveau adaptif. C'est-à-dire que il faut prendre la métaphore très très au sérieux. Si on pense l'entreprise comme un organisme, il faudrait qu'on puisse rendre l'entreprise aussi adaptive qu'un être biologique l'est par rapport à son environnement, et profiter au maximum de la puissance de la sélection naturelle. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il va s'intéresser évidemment à ce qui constitue une sorte de fantasme pour tous ceux qui font de la cybernétique, à l'homéostat de HB, c'est-à-dire au fait qu'on peut avoir des systèmes qui s'autorégulent parce que les parties vont agir et réagir entre elles d'une certaine manière. Et donc, à chaque fois qu'on va avoir un déplacement ou une transformation dans une partie d'une machine, par exemple, eh bien, on va avoir une transformation compensatrice d'un autre point de vue. Donc, l'homéostat de HB, c'est donc un modèle d'autorégulation. Donc, à la base, c'est cette idée assez simple. C'est un appareil qui se compose de 4 unités électriques
identiques et qui sont liées entre elles. Alors, au départ, le système est dans une position d'équilibre, et puis ensuite, toute modification extérieure de cet équilibre provoque la mise en jeu, de rétroactions qui agissent en cascade, qui font qu'on va retrouver un équilibre. Le système va trouver un nouvel état d'équilibre qui est pour l'expérimentateur imprévisible. Et donc, l'idée de Stafford Bear consiste à dire ce qu'il faudrait, c'est organiser l'entreprise de telle manière qu'elle fonctionne comme un homéostat et qu'elle puisse, à chaque modification de son environnement, retrouver des points d'équilibre qui soient des formes d'équilibre qui soient optimales et qui, en même temps, soient le résultat de l'action des personnes qui agissent dans l'entreprise, mais qui ne soient pas le fruit d'une décision du top management. Je vais passer. Alors, et donc de ce point de vue-là, ce que Stafford Bear essaie de faire, c'est de définir ce qu'il appelle le brain of the firm. Et donc ce qu'il va faire, c'est essayer vraiment de définir les différents systèmes qui existent et qui doivent exister dans une entreprise et la manière de les organiser pour pouvoir se rapprocher le plus possible de cette logique de l'homéostat. Et c'est là qu'il va dire, au fond, dans une entreprise, il y a trois grands systèmes. Il y a trois types de machines. Il y a ce qu'il appelle la T-machine, la V-machine et la U-machine. La U-machine, c'est le cerveau. La T-machine, c'est l'ensemble des données en entrée, ce sont les sens, quelque part, puisque c'est le modèle de l'organisme. Et la V-machine, c'est le système moteur, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise va agir par rapport à son environnement. Et au fond, son analyse est de dire, il y a lieu de... Si on repense l'entreprise à partir du fait que l'entreprise a des sens qui lui permettent d'avoir des informations qui viennent de l'extérieur, que l'entreprise est une machine qui peut agir sur l'extérieur, mais en fait, on doit organiser l'entreprise de telle sorte que ces systèmes agissent les uns avec les autres, créent ou trouvent des formes d'équilibre et qu'il y ait un cerveau adaptif qui résulte de la manière dont l'entreprise fonctionne. Et donc, quand il dit que c'est un organisme, il va assez loin puisqu'il fait des graphiques, il crée quelque part une sorte de mapping de l'entreprise à partir du modèle de l'organisme avec 19 sensations, 12 fonctions, crée même une sorte d'encéphalogramme de l'entreprise pour essayer de montrer par rapport à ces 19 sensations la manière dont celles-ci permettent de tirer des informations. Et donc, quelque part, lui estime qu'il est possible, et il faut imaginer que ça a dû produire des résultats puisqu'il a été amené à développer ces modèles de management dans beaucoup d'entreprises, que le système de la T et de la V machine sont assez peuvent être plus ou moins facilement réglés dans une entreprise, mais que le grand enjeu, c'est d'arriver à construire cette fameuse U-machine, c'est-à-dire comment construire ce cerveau adaptif pour les sociétés, pour gérer une entreprise. Parce que il estime avoir réussi à véritablement avoir construit la T-machine et la V-machine, mais il explique que ce qu'il faudrait, c'est arriver à se dégager des managers, à supprimer les managers, quelque part, dans leur rôle de décideur ultime, et plutôt avoir quelque chose qui permettrait de gérer la société, de gérer l'entreprise, sans passer par une décision, mais plutôt en passant par la mise en place d'un système qui calculerait ou qui arriverait à trouver la meilleure solution sans que ce soit simplement la réflexion d'un cerveau humain. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il va se mettre à travailler, puisque ce qu'il voudrait, c'est un cerveau adaptif qui prenne la meilleure décision d'adaptation à l'environnement en fonction des données qui viennent de la V-machine et de la manière dont l'entreprise peut réagir par rapport à l'environnement, c'est-à-dire la T-machine. Donc ce qu'il veut construire, c'est l'équivalent d'un cerveau biologique. Et donc il va travailler avec Gordon Pask sur la mise au point d'un ordinateur biologique, en se disant, au fond,
ce serait quand même idéal si on veut construire quelque part cet homéostat géant qui permettrait de trouver chaque fois l'optimal d'identifier la solution optimale, bien de coupler au fond la V-machine et la T-machine avec un système vivant. Et donc il va travailler, essayer de construire un couplage structurel entre l'ensemble des informations qui arrivent dans une entreprise et un système vivant qui permettrait de commander les réactions en output. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, c'est comment est-ce qu'on pourrait utiliser un système biologique pour réaliser les calculs sur la base des données en entrée, pour que les données en sortie, pour que l'output soit optimal parce que réfléchi par un être biologique. Et donc il va se mettre à la recherche le meilleur candidat pour construire cet ordinateur biologique, puisque d'un certain point de vue, tout système biologique est au fond un cerveau adaptif. Et donc, ils vont essayer de travailler sur des souris. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des souris auxquelles on essaierait de créer un couplage structurel entre les données de l'entreprise et une souris, en donnant à la souris plus ou moins de fromage, et voir comment elle réagit. Et selon la manière dont la souris réagit, en tirer des conséquences sur la manière de gérer l'entreprise. Ils vont essayer d'utiliser tout un ensemble d'insectes, des termites, des fourmis, etc., pour voir s'ils arrivent d'une certaine manière, ils pouvaient arriver à créer un couplage structurel entre un être biologique vivant et des données en entrée qui potentiellement n'ont rien à voir avec ce que ces êtres biologiques ont l'habitude de traiter comme information. Et donc, ils ont développé tout un ensemble de machines qu'ils ont construites. Ça, c'est quelques exemples. Et la dernière tentative que Stafford Bear a fait, c'est d'essayer d'utiliser carrément un étang, comme un écosystème qu'est l'étang, pour essayer de créer ce cerveau adaptif, puisque l'idée étant que en envoyant de la lumière dans un étang, on peut, la manière dont l'écosystème de l'étang va se modifier constitue une forme de calcul d'une solution à un problème. Et ceci était vraiment le grand enjeu de Stafford Bear, puisque ce qu'il voulait éviter, c'était le problème de la représentation et de la numérisation. Parce qu'au fond, ce qui l'intéresse, c'est de faire de la gestion d'entreprise. Ce qui l'intéresse, et de ce point de vue-là, il considère que le fait de devoir numériser d'abord, de devoir d'abord construire une représentation numérique de l'information consiste à ajouter une étape supplémentaire dans la résolution d'un problème. Ce qui l'intéresse, c'est de gérer une entreprise. Donc, ce qui l'intéresse, ce n'est pas... c'est la réponse au problème et pas comment la réponse au problème est trouvée. Donc, de ce point de vue-là, il dit, à chaque fois qu'on travaille avec des ordinateurs digitaux, on a ce problème, c'est qu'on doit d'abord trouver une bonne représentation digitale de la situation. Alors que si on arrivait à créer cet ordinateur biologique, on ne devrait pas passer par cette étape intermédiaire et on pourrait avoir directement le résultat optimal par rapport à un problème donné. Et il explique d'ailleurs que c'est dans un monde de systèmes excessivement complexes, dans lequel toute représentation est nécessairement provisoire, eh bien, ce qui doit nous attirer notre attention, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est sur la performance et pas sur la compréhension des problèmes ou la représentation du monde. Ce qui est important, c'est que l'entreprise s'adapte dans un environnement toujours changeant et pas que l'entreprise dispose d'une représentation correcte du monde extérieur et de sa complexité. Au fond, si on arrivait à mettre en place ce cerveau biologique, ce cerveau de la compagnie, eh bien, on aurait un système dans lequel la solution au problème simplement croît plutôt qu'elle n'est trouvée et décidée. Et ça, quelque part, cette idée que
ce qui est important, c'est pas d'avoir une représentation correcte. Ce qui est important, c'est d'avoir une réponse performante par rapport à des problèmes. Euh, ça ça fait partie des débats qu'on peut avoir aujourd'hui entre ceux qui sont pour l'IA symbolique et ceux qui sont pour l'IA connexionniste, en disant mais on a quand même des manières on comprend des choses, on sait des choses, on peut formaliser les connaissances dans des systèmes experts et décider. Mais si on est tout à fait dans l'autre logique, on est dans l'idée de dire en fait on n'a pas besoin de comprendre, ce qu'on a besoin c'est d'un système qui nous donne une solution optimale par rapport aux problèmes qu'on a dans une entreprise donnée. Alors ça, si je vais passer. Mais donc, finalement, cette recherche de l'ordinateur biologique s'avère être un échec. Parce qu'ils ne vont jamais réussir à mettre en place, ni avec les temps, ni avec les souris, ni avec rien du tout, ils ne vont jamais réussir à vraiment mettre en place un couplage structurel entre un système biologique et les informations qui viennent de l'entreprise. Et donc, à un moment donné, Stafford Beer imagine qu'il faudrait des recherches plus approfondies pour essayer de construire cet ordinateur biologique. Il arrive à créer une chaire de cybernétique à l'université de Brunel pour continuer la recherche sur ces questions-là. Mais finalement, ce projet échoue, il n'arrive pas à obtenir suffisamment d'argent. Et donc, il abandonne, dans une certaine mesure, ce premier rêve de la construction de l'ordinateur biologique. Mais ça ne veut pas dire qu'il abandonne l'idée d'appliquer le modèle cybernétique à la gestion des entreprises. Et donc, il va développer ce qu'il appelle le Viable System Model, qui existe toujours, qui est toujours d'ailleurs utilisé en management. Et ça, c'est un concept qu'il développe en 1972, donc après l'échec de ce développement de l'ordinateur biologique. Et l'idée est la suivante. Puisque l'ordinateur biologique n'est pas possible, alors ce qu'il faudrait faire plutôt, puisqu'on ne peut quand même pas s'en remettre à la décision d'un humain pour des systèmes excessivement complexes, c'est mettre en place, c'est mettre les managers dans un dispositif de flux d'informations, de sorte qu'ils puissent jouer un rôle analogue à celui envisagé pour les organismes biologiques. On va essayer de mettre en place un système de management qui fait que non pas on va de nouveau avoir les managers qui décident, mais on va les mettre chacun dans des situations qui font qu'ils vont répondre à une partie du problème et que de manière globale, l'entreprise va trouver la bonne réponse. Mais pas parce qu'il y a des humains qui ont réfléchi à tout le problème, mais parce qu'on les a mis dans un contexte où ils ont chacun traité une partie du problème en fonction d'informations qu'on leur donne ou qu'on ne leur donne pas. Et donc ça, c'est ce qui va dessiner, ce qui va décrire comme le Viable System Model. Et au fond, comment est-ce que ce cerveau est construit ? Bien, on va avoir... Stafford Beer va définir différents niveaux d'organisation de l'entreprise. Et à chacun de ces niveaux de l'entreprise, il va y avoir d'abord un travail de routine, et puis ce qu'il va appeler les systèmes algédoniques. C'est-à-dire qu'au fond, on va avoir des systèmes qui vont à un moment donné être l'équivalent des cris, donc l'équivalent de la douleur, dans l'organisation de l'entreprise. Et au moment où on a ces cris de douleur, les problèmes qui sont rencontrés vont monter à des niveaux supérieurs de décision, avec des logiques qui vont être des logiques de décision avec double veto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vraiment décider, mais on va essayer, sans que les managers puissent discuter directement ensemble, d'avoir des systèmes de double veto où, à un moment donné, ils doivent trouver un équilibre dans les décisions qui sont prises, puisqu'ils sont mis dans une situation où ils doivent trouver un accord. Et donc, du coup, ceci constitue pour Beer une forme de solution au problème du formalisme, parce que il considère que dans les entreprises, il y a un des grands problèmes, c'est le formalisme, c'est qu'on a un formalisme hiérarchique,
qui représente les rapports d'autorité et de responsabilité dans l'entreprise, comme d'ailleurs dans la société, et que c'est ce qui empêche les entreprises de fonctionner correctement. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire dans ce cadre pour améliorer les choses, c'est en réorganisant l'entreprise comme il le propose, avec le VSM modèle, on va mettre en place, dans le cadre de l'automatisation, des canaux de communication qui vont faire qu'on va pouvoir faire prendre les décisions aux bons endroits plutôt que d'en s'en remettre à une seule ligne hiérarchique. Parce que dans le cadre de l'approche formaliste, on décrit en fait les rapports d'autorité et de responsabilité, mais ce qu'on ne fait pas, c'est on ne représente pas les canaux de communication réels qui sont très utiles au fonctionnement des entreprises. Par exemple, le fait que les travailleurs vont avoir des interactions directement entre eux. On va dans le bureau de son collègue pour expliquer qu'il y a cette chose qui ne va pas. Toutes ces choses-là ne sont pas représentées dans l'approche formaliste. Donc lui, il propose en fait d'avoir une vision plutôt des flux et d'organiser ces flux d'informations de la manière la plus pertinente possible par rapport aux fonctions et pas par rapport aux rapports d'autorité et de responsabilité. Donc, en gros, l'approche par le VSM vise à représenter et organiser des canaux de communication plutôt qu'à construire des pyramides organisationnelles. Alors, ça n'empêche pas qu'on a quand même, à un moment donné, tout en haut, lorsque à chacun de ces niveaux de l'entreprise, on n'a pas trouvé la solution pour décider de manière idéale en fonction des canaux de communication, on a quand même une sorte de centre de contrôle qu'il va appeler le frontisterion, qui est au fond cette Command and Control Room qu'on trouve partout, où on a des décisions qui vont être prises par un groupe d'acteurs, une sorte de club, dans le cadre duquel, bien, quand le système n'a pas pu s'adapter tout seul, à ce moment-là, la décision est prise à ce niveau-là. Et donc, si on prend l'histoire de Stafford Beer jusque-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut mettre en place l'approche cybernétique pour les problèmes excessivement complexes, d'abord dans les entreprises. Il identifie 3 grands systèmes, le système V, le système T et le système U. Système V et T, qui sont les données en entrée et les réactions en sortie, ça lui paraît assez bien gérable. Il faut juste trouver les bons indicateurs, oui, il suffit de trouver les bons indicateurs. Le problème, c'est la construction du cerveau adaptif. Il essaye d'abord la voie de l'ordinateur biologique, ça ne fonctionne pas. Et donc, finalement, il développe ce Viable System Model, qui n'est pas aussi satisfaisant que ce n'aurait été l'ordinateur biologique, mais qui constitue tout de même une forme de réponse à ce rêve de trouver un modèle qui permette que les décisions soient prises par le système sur la base des données dont on dispose et du fonctionnement du système lui-même, plutôt que par des individus qui décident. Et alors, il va avoir une chance tout à fait particulière, c'est que il a formé tout un ensemble de managers aux techniques de management qu'il préconise, et va arriver un événement important au Chili. C'est que des personnes qu'il a formées prennent contact avec lui pour lui demander s'il accepterait de développer et d'appliquer ce système du Viable System Model à l'échelle de l'ensemble du Chili sous le gouvernement de Salvador Allende. Parce qu'au fond, dans le cadre du programme de nationalisation de l'économie mis en œuvre par la Corporación de Fomento de la Producción, le responsable de ce groupe Corfo, qui vise à organiser la nationalisation de l'économie, il avait travaillé avec la firme Sigma dans les années 60. Et il écrit à Beer que ce qu'ils veulent faire, c'est une complète réorganisation du secteur public de l'économie. Et il voudrait le mettre dans une position à partir de laquelle il serait possible de mettre en œuvre à l'échelle nationale sa vision scientifique du management et des organisations. Et c'est dans ce cadre-là que
Stafford Beer va effectivement accepter cette mission et il va partir au Chili et il va développer le projet CyberSyn. Alors, le projet CyberSyn, c'est donc l'application de cette approche du Viable System Model, mais à l'échelle d'un État. Et donc, il lance ce projet qui va s'appuyer sur tout un ensemble d'informations qui vont circuler à l'époque par Telex, etc. Non, mais qui a vraiment l'idée qu'on va avoir tous les acteurs de l'économie qui vont... vous voyez, ça, c'est les documents de l'époque pour faire la publicité avec Nuestro Amigo El Computador. Hein. Chaque lieu de production va entrer les données pertinentes pour la gestion de l'économie. Ces données vont ensuite être regroupées. On va construire sur la base de ces données un certain nombre d'indicateurs et ces indicateurs vont permettre de prendre ensuite les bonnes décisions au niveau qui convient. Hein, et donc, il va commencer à développer, Stafford Beer, dans le cadre de ce projet CyberSyn, dès mars 72, un système qui couvre tout le Chili, hein, mais basé fondamentalement sur quand même pas grand-chose. C'est 2 ordinateurs et un réseau de Telex. Et donc, il va construire la même vision, cette même idée du cerveau adaptif à l'échelle de la société pour le Chili, avec différents niveaux, hein, jusqu'au niveau suprême, lorsque les décisions ne doivent pas être trouvées au niveau plus local. Et en fait, le projet CyberSyn, il y a en fait quelque part un mélange de 4 sous-projets qui sont nécessaires pour pouvoir le réaliser. C'est d'abord le déploiement d'un réseau de communication national au Chili qui va couvrir 4500 km le long du territoire chilien. C'est le projet CyberStride qui rassemble une suite logicielle de programmes informatiques écrits pour collecter, traiter et distribuer les données de chaque entreprise d'État. C'est le projet Chico qui envisage la modélisation de l'économie chilienne. Et c'est enfin le projet OpsRoom qui est le centre de commandement, la création de ce centre de commandement qui doit permettre, le cas échéant, de prendre les décisions tout en haut. Et donc Stafford Beer va développer ces 4 projets et il va devoir évidemment, pour faire les développements logiciels dont il a besoin, il va utiliser le Dynamo Compiler qui a été développé, j'en dirai un mot plus tard, par un ingénieur qui se trouve être l'inventeur de l'étude des systèmes dynamiques. Et donc, l'idée, alors, est-ce que cette approche est une approche socialiste, pas socialiste à l'époque? En tout cas, ce que Stafford Beer envisageait de faire, c'était qu'à côté de ces 4 systèmes qu'il a pu mettre en place, d'en rajouter un autre, hein, pour créer ce cri algédonique, hein, ce cri de douleur, en mettant en place, au sein d'un échantillon représentatif de foyers chiliens, des compteurs algédoniques, pour que les citoyens puissent transmettre en temps réel leur approbation ou leur désapprobation des discours politiques télévisés. Donc on a en fond quelque part une mesure de l'audience qui doit constituer une forme d'information supplémentaire dans le système de décision promu dans le système de décision mis en place dans le cadre du système VSM à l'échelle d'un État. Et après, quand on a toutes ces informations, après on arrive évidemment dans cette fameuse OpsRoom qui a vraiment existé, donc, avec ces fameux sièges, avec ces fameux boutons pour prendre les décisions dans la société, et tout un ensemble d'écrans qui donnent les informations et les indicateurs pertinents. Alors, une fois que ce projet commence à... Parce qu'au départ, Stafford Beer développe ce projet un peu dans le secret, mais une fois que ce projet est suffisamment mûr pour être présenté, il va faire une conférence qui s'appelle Fanfare pour la liberté, où il va présenter le projet à un certain nombre d'académiques, en expliquant qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ce système CyberSyn. Eh bien, ils sont en train de faire une transformation, évidemment, de l'État, en utilisant les acquis de la cybernétique pour remplacer la bureaucratie
dans le but d'être à la fois plus efficace que la bureaucratie, mais en même temps aussi plus humain que la bureaucratie. Et donc son point est d'expliquer qu'en fait, avec ce système, ce que le système qui met en place au Chili permet, c'est de rejeter la technocratie, mais en conservant la science. Et donc, il va expliquer que la manière de faire ça, c'est évidemment de mettre en place son système VSM et de changer la structure du système de telle sorte qu'on puisse systématiquement restaurer une forme d'équilibre homéostatique dans la société sans devoir sans avoir une décision qui vient nécessairement de tout en haut, qui serait prise de manière totalement autoritaire. Et il explique, pour ceux qui critiquent évidemment vertement cette approche comme purement technocratique, il explique qu'en réalité, le système qu'il propose de gestion de la société par le système VSM, il le considère non pas comme une limitation de la liberté, ou comme... parce que c'est ça qu'on lui oppose en disant, au fond, vous proposez une société où toutes les décisions sont prises sans que personne ne soit responsable des décisions qui soient prises et où personne n'a d'autre choix que de respecter les décisions prises par des algorithmes. Il dit le modèle qu'on propose n'est pas la fin de la liberté, c'est le début de la liberté effective. C'est le début de la liberté effective parce que le système offre le maximum d'autonomie qui soit possible avec une organisation effective. Et donc, finalement, mon modèle de gestion de la société, ce qu'il offre comme possibilité, c'est on a tout un ensemble de décisions basées sur la science, et en dehors de ça, on reste évidemment totalement libre. Mais on a le maximum de liberté possible avec les conditions de possibilité du système, de la survie du système. Évidemment, vous savez ce qui va arriver, c'est que finalement, Allende ne va pas pouvoir rester bien longtemps au pouvoir, puisque c'est Pinochet qui va faire coup d'État. Et donc, le projet qui avait été en partie mis en œuvre va être abandonné. Et donc, notre ami Stafford Beer va décider, ça va vraiment le mettre à néant, ça, parce qu'il avait enfin trouvé la possibilité de montrer la supériorité de son approche à l'échelle d'un État. Ça n'arrive quand même pas tous les jours. Et il ne peut pas mener ce projet à bien. Donc, il va changer de vie de manière radicale, puisque là, vous avez une photo de Stafford Beer, et il explique, il a eu 2 femmes, 8 enfants, une grande maison et une Rolls-Royce, il est temps de changer. Donc, il va se retirer dans une petite maison, se laisser pousser la barbe. Il va aller vivre un peu en ermite et il va commencer à écrire d'autres types d'ouvrages où il va avoir un ton un peu nettement moins scientifique et spécialement un livre qui s'appelle Platform for Change. Et qu'est-ce qu'il explique? Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé d'idée à aucun moment, il continue la même idée. Donc, qu'est-ce qu'il explique dans Platform for Change? Il explique qu'au fond, on va être confronté dans le temps à des enjeux et des difficultés de plus en plus importantes, des systèmes de plus en plus excessivement complexes, et que donc, de ce point de vue-là, on va être obligé de changer de manière de réglementer ou de gérer la société. Et son grand point est de dire, au fond, ce dont il faut bien se rendre compte, hein, il parle notamment de toutes les questions environnementales, etc., c'est que l'homo faber, il est très bien pour prendre des décisions avec son cerveau, pour gérer des choses. De ce point de vue-là, l'être humain, il a été quelque part sélectionné naturellement pour faire ça. Mais il n'a pas été tout à fait sélectionné par la nature pour gérer des organisations. Parce que ce que font les organisations, c'est qu'elles gèrent la complexité. Et donc le problème, c'est qu'on a bien sûr des êtres humains qui ont un cerveau qui gère des choses, et il le fait très bien, mais on a besoin d'avoir une science des organisations pour mieux gérer la complexité.
Et pour faire face aux problèmes que les sociétés rencontrent et vont encore rencontrer, le point de Stafford Bear est de dire que l'approche juridique est totalement dépassée et que les gens n'ont pas besoin juste d'une nouvelle version, d'un nouveau code juridique ou de choses comme ça. Ils ont besoin d'une vraie transformation des modes de gestion basés sur la recherche opérationnelle et la cybernétique. Et donc, de ce point de vue-là, il va développer, donc, il va expliquer d'abord que le problème, c'est que beaucoup des problèmes politiques qui sont rencontrés, souvent, on les décide sur la base de théories à propos du monde. Mais les théories à propos du monde, ce n'est pas le monde. Et donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est arrêter de faire ça et s'appuyer plutôt sur des sciences empiriques comme la recherche opérationnelle pour pouvoir faire des observations, faire des mesures, pour expérimenter des solutions et pour finalement adopter les solutions les plus pertinentes. Alors, et donc, il estime que la science, hein, toujours la même que science cybernétique, opérationnelle, research, etc., offre aujourd'hui, au moment où il écrit, les moyens de mesurer et de manipuler la complexité grâce aux mathématiques, offre les moyens de faire le design de systèmes complets à travers la théorie générale des systèmes, d'identifier, de mettre en place des organisations viables grâce à la cybernétique, de travailler effectivement avec les gens et non pas simplement sur la base de cette approche formaliste qui identifie les responsabilités, les rapports hiérarchiques, de travailler effectivement avec les gens grâce aux sciences du comportement, les behavioral science, et enfin d'appliquer tout ça aux affaires et aux questions pratiques grâce à l'approche de la recherche opérationnelle. Donc il propose vraiment une série de sciences de gouvernement qui sont amenées évidemment à remplacer celles qui prévalaient avant, politique et droit, certainement. Et puis il va donc définir, ça va lui permettre de définir la manière dont il faudrait recomposer le système pour pouvoir résoudre les problèmes excessivement complexes qui sont ceux de sociétés contemporaines. Hein, et c'est ce qu'il va dessiner dans Platform for Change, avec tout un ensemble de petites boîtes qui vont correspondre à l'ensemble des sous-systèmes et à la manière dont les informations doivent circuler entre ces différents niveaux de problèmes à régler. Alors ça ne va pas donner lieu, il ne va pas avoir l'occasion évidemment de mettre ça en pratique, puisque ça impliquerait de prendre quand même le contrôle du gouvernement du monde. Mais il va quand même travailler avec Gary Davis, qui, vous savez, à un moment donné, s'est déclaré citoyen du monde, a enfermé les membres de l'Assemblée générale des Nations unies à l'intérieur de la salle de l'Assemblée générale pour manifester les nécessités de prendre des accords au niveau global. Donc il va travailler avec Gary Davis et il va notamment mettre au point un système qui s'appelle l'icosaèdre, qui est une structure qui permet d'organiser les relations dans un groupe dans le but d'arriver à des accords plutôt basés sur les interrelations entre les personnes, plutôt qu'à fonder les décisions sur des discussions qui mettent en scène finalement l'autorité des uns et des autres. Donc vous voyez ici, à travers Stafford Bear, quand même un exemple assez intéressant parce qu'exemplaire et qui en plus trouve à s'appliquer dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la vie publique, cette idée qu'il faut remplacer les sciences traditionnelles du gouvernement par d'autres sciences de gouvernement, que ces autres sciences de gouvernement, c'est la recherche opérationnelle, la cybernétique, l'utilisation de l'informatique, dans le but d'arriver à gérer des problèmes complexes qu'en réalité, les hommes politiques et les juristes ne sont pas en mesure de prendre en charge. Alors, vous pouvez me dire,
Ça, vous pourriez me dire, ça, c'est juste le cas de Stafford Bear, mais je le prends vraiment comme une illustration particulièrement haute en couleur, mais d'une conviction qu'on peut trouver chez d'autres. Donc, juste pour revenir sur les systèmes dynamiques, si vous prenez J. Wright Forrester, donc J. Wright Forrester est celui qui invente le système Dynamo, qui est le compilateur qu'utilise Stafford Bear pour développer les programmes informatiques qui seront utilisés dans CyberSyn. Donc J. Wright Forrester, c'est de nouveau un ingénieur, est un ingénieur et il développe la théorie des systèmes dynamiques, mais très vite il va les appliquer à des... parce qu'il y a d'abord un demande de l'industrie, il va l'appliquer à des domaines de la vie des organisations. Donc il va publier toute une série d'ouvrages sur la question des systèmes dynamiques. D'abord Industrial Dynamics, où il va appliquer sa théorie des systèmes dynamiques à la gestion des chaînes de valeur des entreprises. Il va développer Urban Dynamics, où il va appliquer cette théorie des systèmes dynamiques aux villes, à la gestion des villes, et il va publier World Dynamics, où il va appliquer cette théorie des systèmes dynamiques au monde. Alors, c'est assez important, puisque World Dynamics va être la base d'un rapport que vous connaissez sans doute, qui est Limit to Growth. Le premier rapport sur la limite de la croissance est basé sur le modèle dynamique que J. Wright Forrester a développé dans World Dynamics. Et donc, dans chacun de ces exemples, l'idée est d'utiliser cette approche de la théorie des systèmes dynamiques pour examiner les relations complexes et non linéaires entre des éléments d'un système. Et après avoir publié tous ces ouvrages, il va publier un petit texte que j'aime à citer, qui s'appelle Counterintuitive Behavior of Social Systems, qui est publié en 1971, où il explique tous les problèmes qu'il identifie dans la manière dont aujourd'hui on prend les décisions. Et il explique que le cerveau des êtres humains, vous voyez, c'est exactement le même discours que Stafford Bear, le cerveau des êtres humains n'est pas adapté pour interpréter la manière dont les systèmes sociaux se comportent. Les systèmes sociaux font partie d'une classe de systèmes qu'on appelle les systèmes avec feedback non linéaire, avec de multiples boucles, et sont soumis à des processus processus d'évolution par rapport auxquels nous n'avons pas les capacités mentales d'interpréter. On n'a pas la capacité mentale en particulier d'interpréter les comportements dynamiques de ces systèmes complexes. Or, alors que ces systèmes complexes sont vraiment complexes à comprendre, on continue à prendre les décisions. Sur la base de lois et de discussions entre des hommes politiques qui ne comprennent absolument pas ce par rapport à quoi ils prennent des décisions. Donc, le point de Forrester, sur la base évidemment de ses travaux, c'est de dire, est-ce qu'on peut vraiment continuer à travailler de la manière dont on travaille? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt développer des modèles des systèmes sociaux, conduire des expériences en laboratoire par rapport aux décisions qu'on veut prendre, et une fois qu'on a fait, à la fois qu'on a défini ces modèles et qu'on a expérimenté ces modèles en laboratoire, alors adopter des lois et des programmes de gouvernement. Ou autrement dit, est-ce que l'utilisation de cette théorie des systèmes dynamiques et l'utilisation en l'occurrence ici de l'informatique pour pouvoir utiliser toutes les données disponibles pour répondre à un problème, est-ce que quelque part tout ça ne conduirait pas à un bien meilleur système, à un bien meilleur droit et finalement à de bien meilleurs programmes politiques? Donc vous voyez, c'est le même argument.
c'est le point de dire, au fond, on a des systèmes très complexes. Ces systèmes très complexes, on ne les comprend pas. On prend des décisions n'importe comment, en se mettant autour d'une table, en discutant au Parlement, alors qu'on ne connaît ni ce qui va arriver, ni les effets que ça va avoir. Après, il y a des juristes qui interprètent les textes d'une manière qui ne correspond d'ailleurs pas à ce qu'on avait envisagé quand on a adopté le texte. Et après, il y a des juges qui vont encore éventuellement interpréter ça d'une autre manière, et selon qu'ils auront mangé le matin ceci, ou qu'ils auront bu la veille cela, ils décideront autrement. Donc, est-ce que quelque part, ce système est satisfaisant ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas quand même apporter les ressources de la science, du savoir, du développement des recherches opérationnelles, de l'informatique, etc., pour prendre des bonnes décisions, prendre des meilleures décisions, et donc supprimons les juristes et les politiciens et mettons en place un gouvernement plus adapté, basé sur la science et le savoir. Et donc, Forrester a notamment travaillé sur Urban Dynamics, donc essayer de comprendre les dynamiques, ces systèmes complexes que sont les villes, et la manière dont il y aurait lieu d'agir pour éventuellement mettre fin à la pauvreté, réduire le trafic, etc. Et donc, le modèle qu'il a développé a connu plusieurs exploitations. Première exploitation que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est SimCity. Le jeu SimCity est basé sur le modèle développé par Forrester dans Urban Dynamics. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si vous lisez Urban Dynamics, vous saurez exactement comment construire la meilleure ville possible dans SimCity, puisque la logique de est-ce que votre quartier va croître ou pas, est-ce que les maisons vont, est-ce que le commerce va se développer ou pas, sont basées sur le modèle de Forrester. Et donc ça, c'est une application. Et il y a eu une deuxième application, c'est qu'à un moment donné, la ville de New York a décidé de réformer, de réorganiser son système de gestion de la lutte contre les incendies. Parce qu'ils avaient un problème, ça coûtait beaucoup d'argent, le système des pompiers, et ça ne donnait pas toujours satisfaction. Donc, qu'est-ce que va faire le maire de New York? C'est qu'il va engager la Rand Corporation pour essayer de réformer le système des pompiers à New York. Et ils vont donc s'appuyer sur le modèle Urban Dynamics pour redistribuer les casernes de pompiers dans la ville de New York et réorganiser la manière dont les équipes devaient fonctionner. Le résultat de cette application de l'approche de Jay Forrester à la question de la disposition des casernes de pompiers, etc., bien, il est raconté dans un livre qui s'appelle The Fires, dont le sous-titre est comment une formule, enfin, a computer formula, big ideas and the best of intentions burn down New York City and determine the future of cities. Le point est qu'ils ont appliqué effectivement le modèle de Forrester pour réorganiser les pompiers. Et le résultat, c'est qu'on a eu 600 000 logements qui ont brûlé complètement dans les quartiers pauvres de New York, parce que le système ne s'est pas révélé tout à fait aussi efficace que ce que le modèle avait prédit. Et donc ce livre raconte dans le détail l'histoire de la manière dont ce modèle a été exploité, mis en œuvre, etc., avec la meilleure intention du monde, mais a finalement produit des effets contraires. Bon, évidemment, vous voyez vers quel type de conclusion je veux aller. Et donc, c'est pas nécessairement parce qu'on a modélisé, même si on a bien qu'on pense avoir une bonne modélisation de la réalité sociale, qu'en réalité, on a tenu compte de tous les paramètres qui sont pertinents qui sont en fait pertinents pour pouvoir résoudre des problèmes sociaux concrets. Toujours est-il qu'il me semble, et après je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps d'échanger, que cette idée que j'ai voulu vous illustrer aujourd'hui spécialement avec Stafford Bear et dans une moindre mesure avec J. Wright Forrester, que cette idée qu'on va pouvoir mieux réglementer, mieux gérer, qu'on devrait supprimer les politiciens et les juristes pour
tirer un peu. On devrait supprimer les politiciens et les juristes pour les remplacer par des systèmes qui permettent à la fois en amont de prendre les bonnes décisions et ensuite d'assurer l'exécution de ces décisions dans la vie réelle. C'est vraiment quelque chose de très marqué dans un courant. Hein. Alors j'ai d'autres, je pourrais mentionner d'autres auteurs du même acabit, parce que c'est vraiment tout un groupe de gens qui pensent de cette manière-là. C'est vraiment quelque chose qui accompagne le développement des outils informatiques. Et donc, je pense qu'il y a là quelque chose à analyser dans le mouvement qui est aujourd'hui depuis longtemps engagé d'analyse critique de l'impact social des algorithmes. Il y a quelque chose à analyser dans cet ethos du monde des ingénieurs et des informaticiens qui constitue, à mon sens, un complément utile par rapport à des choses plus appliquées que, en tout cas, j'ai pu examiner jusqu'ici. Je vous remercie de votre attention et je vous propose une petite discussion autour de ces éléments que j'ai introduits dans cette conférence. Merci.